Précédemment, dans Cartel Nord. Le conflit bascule définitivement. Une première fusillade à la Paternelle. 24 heures plus tard, c'est les Tourmarines. Le surlendemain, il y a encore une fusillade. C'est le premier mort de la guerre de la Paternelle. Une guerre globale qui n'allait pas se contenter d'avoir lieu uniquement sur la cité de la Paternelle, mais allait se propager à d'autres cités de Marseille. 13 morts et près de 40 blessés en seulement 2 mois, la guerre de la Paternelle affole les compteurs. Avril 2023, le conflit de la Paternelle enflamme Marseille. Chaque jour ou presque, une nouvelle fusillade. Entre les deux clans de narcotrafiquants, la guerre est totale. Et pour se répondre aussi rapidement, ces deux équipes ont recours à une nouvelle main-d'œuvre. Une main-d'œuvre jeune, recrutée sur les réseaux sociaux et complètement déconnectée de la réalité. La preuve avec Matteo, il a 18 ans, il est mis en examen pour 6 meurtres. Et là, les policiers tombent des nues. La découverte de cet adolescent, frêle, juvénile, est un véritable choc pour les enquêteurs. Et c'est tellement incroyable qu'on se dit, mais c'est pas possible. On a du mal à dire, je me sens sur mon machin contraire, je suis en train de rigoler. Les gens se radicalisent en prison. C'est de l'embrigadement. Bienvenue dans Cartel Nord, une plongée inédite dans le trafic de drogue marseillais. Un podcast original, La Provence. Épisode 5, le tueur Snapchat. Nuit du 2 au 3 avril 2023, nuit d'horreur dans les rues de Marseille. Quartier de la Joliette, 2e arrondissement, 3 adolescents de 14, 15 et 16 ans discutent. La séquence est brève, brutale. 2 des ados sont fauchés sur place. Aux vidéos, on s'aperçoit que c'est une véhicule que l'on connaît, que l'on surveille en proactif. Quelques heures après la dernière fusillade, un renseignement parvient aux enquêteurs. La PJ, le soir des meurtres de la Joliette, elle localise un véhicule. Florent Bonnefoy, journaliste au service police-justice de la Provence, spécialisé dans les affaires de narcobanditisme. Probablement celui du ou des tueurs, sur lequel la BRI travaillait déjà parce qu'ils identifient des véhicules qui sont susceptibles parfois de servir du transfert de drogue, du transport de stupéfiants, soit des règlements de compte ou des fusillades. On appelle ça des véhicules de guerre, qui sont stockés dans des box, qui sont volés la plupart du temps. Et donc, souvent, ils les repèrent, ils les suivent, ils les identifient. C'est des véhicules qui vont être un peu surveillés de près ou de loin, parfois physiquement. Et un de ces véhicules, il match avec celui qui est vu par les caméras de vidéosurveillance à la Joliette sur la fusillade. Donc, il est suivi, il est localisé à Gardanne, dans un petit lotissement de Gardanne qui ne peut pas de mine. Une opération commando est immédiatement montée par la BRI, la brigade de recherche et d'intervention. La mission est périlleuse, interpeller un homme soupçonné de meurtre pour un clan de narcotrafiquants. Une opération commando menée avec succès, le suspect est interpellé. Et là, les policiers tombent des nues, s'attendent à trouver une équipe de tueurs chevronnés. Mais en fait, une sorte d'adolescent avec ses potes et une copine qui sont dans la maison. Un adolescent qui est acnéique, cheveux longs, qui a l'air un peu hagard, mais qui se démonte pas forcément pour autant. Je crois qu'il a un petit peu fanfaronné même lors de la garde à vue, en expliquant que s'il avait eu son arme au moment de l'intervention, il en aurait fait usage. Bon, c'était de la fanfaronnade, mais certainement. Mais en tout cas, c'est pas du tout le profil habituel. La découverte de cet adolescent, frêle, juvénile, est un véritable choc pour les enquêteurs. Et les premières informations sur l'identité et le profil de ce jeune laissent les policiers sans voix. Cette interpellation, en avant, on commence à avoir des infos sur le profil qui est en garde à vue. Et c'est tellement surprenant qu'on a des doutes sur le moment. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est d'autant plus surprenant que ce suspect de 18 ans
On apprend qu'il parle beaucoup en garde à vue. Et il reconnaît non pas seulement les tirs mortels de la Joliette, mais il reconnaît d'autres faits. Il reconnaît d'autres fusillades. Et on finit par penser qu'il a pu participer directement à au moins 7 voire 8 fusillades en seulement quelques semaines. Et c'est tellement incroyable qu'on se dit mais c'est pas possible. Dans les couloirs de la police, c'est la stupeur. Comment quelqu'un d'aussi jeune, en dehors des radars des enquêteurs, peut-il se retrouver au cœur d'une guerre qui ensanglante Marseille maintenant depuis 2 mois ? Sur le papier, pourtant, Matteo n'a pas le profil que l'on pourrait imaginer d'un tueur à gages. Il ne vient pas d'un milieu défavorisé, n'a pas grandi dans la misère et n'est pas forcément dans le besoin. Matteo est originaire de Gardanne, une commune d'environ 20 000 habitants, plus connue pour son activité industrielle que ses liens avec le narcobanditisme. Sa mère vit avec quelqu'un qui a une bonne situation du côté de Gardanne, c'est une 30aine de kilomètres de Marseille. Il vit pas très loin d'une cité qui est un petit peu sensible à Gardanne, tout est relatif, où il y a un petit peu de trafic, c'est sans commune mesure avec les quartiers nord. Mais lui vit à l'écart de cette cité, il vit pas dans la cité, il vit juste à côté. C'est, pour ses copains de là-bas, c'est celui qui a la villa avec piscine, même si elle est à côté du quartier, mais c'est quand même celui qui aurait pu s'en sortir, qui n'est pas une situation désespérée, il vit pas en HLM. Mais il verse dans le trafic de stupéfiants, du côté de Salon, au niveau des canourgues notamment. Jeune adolescent, Matteo fait donc ses premières armes dans le milieu du stup du côté de Salon de Provence. D'abord comme guetteur, sa mission est alors de prévenir de l'arrivée des policiers. Très vite, le jeune Matteo gravit les échelons. Trafic, vol, cambriolage, il plonge dans la délinquance. Et à 16 ans, il est incarcéré dans une prison pour mineurs. Libéré quelques mois plus tard, Matteo reprend immédiatement la route du crime. Une route qui le mène cette fois-ci en région parisienne, toujours dans le milieu du stup. Mais l'expérience tourne court. Peu de temps après son arrivée, il est interpellé. Matteo, il a une caractéristique, il fait les choses de façon assez spectaculaire. Ça dure jamais très longtemps, mais c'est toujours très spectaculaire. Et il s'illustre une première fois, tout le monde l'a déjà vu, Matteo, sans le savoir, 1 an avant qu'il soit interpellé. C'est en région parisienne, il vient d'être arrêté pour trafic de stupéfiants. Il est jugé devant le tribunal correctionnel de Créteil, je crois. Et au moment de sa sortie du fourgon cellulaire, il arrive à s'échapper. Il est habillé tout en blanc, il escalade le mur d'enceinte du tribunal et il court bras écartés et un pied devant l'autre le long du mur d'enceinte pour s'échapper. Il saute, il finit plaqué par la sécurité. Ça a duré 30 secondes, mais à l'époque, il fait le tour des chaînes de télé parce que la scène a été filmée. Et cette façon de courir sur le mur d'enceinte, ça lui vaudra après sur les réseaux sociaux et même dans le milieu du stup le surnom de Jack Sparrow. Matteo est alors condamné à plusieurs mois de prison pour trafic de stupéfiants. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes. En prison, le jeune Matteo, encore mineur, fait la connaissance de personnalités très haut placées dans le trafic de stup à Marseille. Des personnalités comme des mentors pour l'apprenti criminel. Fin 2022, à sa sortie de prison, Matteo, à peine majeur, quitte la région parisienne et retourne s'installer à Gardanne. Sa base arrière, c'est Gardanne, quartier à côté de là où il vit, où il a des connaissances. Il essaie même de reprendre le point de deal de Gardanne. Mais là-bas, tout le monde l'a connu petit, personne ne le prend vraiment au sérieux avec ses cheveux longs, son acné. Mais le jeune Matteo est déterminé. Il veut faire carrière dans le crime organisé. Et début 2023, avec la guerre de la Paternelle, il met son plan à exécution et se rapproche d'un clan de narcotrafiquants impliqués dans le conflit. Donc quand il redescend à Marseille, ou plutôt à Gardanne, il commence à travailler, à faire des gages, on va dire, des contrats pour un donneur d'ordre qui va s'avérer être en lien avec le réseau de Bassins. Des contrats, des règlements de compte. Fin 2023, Matteo est mis en examen pour 6 assassinats commis entre le 14 mars et le 3 avril. 6 meurtres en 3 semaines
des chiffres dignes d'un véritable tueur à gages. Un tueur à gages d'un genre nouveau, capable de poster ses agissements sur les réseaux sociaux. On a l'impression qu'ils veulent exister, ils trouvent un rôle, on leur donne une Kalachnikov, une voiture, un ordre de mission, et puis ils y vont, ils tirent, mais puis ils recommencent derrière, et ils enchaînent les contrats, ils s'en vantent. C'est le cas de Matteo, il y a une vidéo qui a fait le tour du web et de la presse, où il rigole dans sa voiture en disant « j'enchaîne les contrats ». Alors, je vais enchaîner les contrats, frérot, je vais redescendre. Le sang, je vais remonter à Paname. Sur la vie de ma mère, tu vas te jurer, mon sang. Sur la vie de ma mère, tu vas péter un plomb. Sur la vie de ma mère, à dire, je me suis en train de m'envoyer sur un contrat, je suis en train de rigoler. Une vidéo glaçante. Dans ce message, Matteo, hilar, annonce qu'il s'apprête à tuer à nouveau. Lorsqu'il y a eu l'affaire Matteo, ça a été une découverte pour nous, ça a été une première. Philippe Frison est directeur zonal adjoint de la police judiciaire de Marseille. Où on a compris qu'on avait changé complètement de type de personnes agissantes. Et ensuite, ce type d'individu, au travers des affaires que l'on a faites par la suite, au moins 5 ou 6 autres affaires que nous avons faites depuis, on les a retrouvés. Et dans ces affaires, les enquêteurs font de nouvelles découvertes totalement sidérantes. Ces jeunes tueurs sont des freelances du crime. Comme des chauffeurs Uber, ils offrent leurs services en ligne. Il y a un autre phénomène qui est inédit, c'est leur mode de recrutement. On se rend compte que, effectivement, ces tueurs à gages, parce qu'ils sont payés pour tuer, ne sont pas forcément très proches des réseaux. Ils ont été approchés par le truchement de rencontres en prison, de connaissances, de mentors, on va dire, souvent marseillais, rencontrés au cours de leur séjour en prison. C'est le cas pour Matteo. Parfois même, ils sont approchés par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est une sorte de... On parle à un moment de Uber Kill. Je commande un tueur, je balance une annonce sur Snapchat, sur Telegram, sur Signal, et puis je paie. C'est des gens qui veulent monter sur des réglos, voilà, et qui sont des tueurs. Comme on peut voir dans des films où vous avez des tueurs à gages, voilà, le tueur à gages qui se prépare, on va lui donner une mission, il reçoit au dernier moment un snap ou par messagerie codée de se rendre à tel endroit. Là, il est pris en compte par un membre du réseau, on lui file une arme, on lui file une voiture volée, on lui file un conducteur, et il reçoit un deuxième message où on voit la photo de la cible. C'est ça, un point GPS où se trouve la cible actuellement, il y va, il flingue, il repart, on lui récupère le matériel, soit on se débarrasse, soit on ne débarrasse pas, on peut l'enfermer pendant une journée ou deux dans un appartement tranquille, le temps que les choses se cassent, et ensuite il continue sa vie, jusqu'à ce qu'il soit réactivé pour une autre mission. Voilà ce qu'on a découvert, c'est le nouveau type de personnage qui est arrivé sur le marché à partir de cette guerre-là de 2023. En 2023, les réseaux sociaux ont donc une place prépondérante pour les narcotrafiquants. Recrutés sur WhatsApp, Snapchat ou encore Telegram, les tueurs à gages 2.0 doivent également se mettre en scène sur ces plateformes. Parce qu'il y a une logique après d'influenceurs qui se met en place, c'est-à-dire qu'on se rend compte dès l'épisode Matteo qu'il y a une part variable dans leur rémunération. Qui est difficile d'ailleurs à estimer clairement, parce qu'il y a une part de vantardise aussi. On a du mal à séparer le grain de l'ivraie, mais il y a une part variable en fonction du nombre de vues sur les réseaux sociaux. Une part variable et une rémunération presque dérisoire. En 2023, à Marseille, on peut tuer pour seulement une dizaine de milliers d'euros. Le premier contrat, je pense, il faut attendre à peu près 15 000 euros. Voilà. Mais après, 15 000 euros, c'est pas beaucoup. Quand vous allez tirer sur un point de deal, vous n'avez pas une obligation de résultat. Parce que vous n'avez pas de cible vraiment désignée. Il faut que vous alliez tirer avec votre équipe sur le point de deal pour faire chasser le client, faire peur, mettre en insécurité, montrer qu'il y a une action violente, organiser la terreur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, vous y allez, vous rafalez, vous tirez au calibre, il y a des blessés, oui, il y a des morts. Bon, là, que vous preniez 15 000 ou 20 000 euros ou 30 000 euros, peut-être. Mais quand on vous désigne une cible importante du réseau ou un gérant
ou un petit gérant du point de stup, ou une personne qui fait partie d'un niveau important du clan, et qui lui-même vit en clandestinité, se cache, vous avez des difficultés de le localiser, donc vous avez besoin, il y a un petit travail à faire. Là, ça peut être des contrats qui peuvent monter à plus de 100 000 euros. Quoi. Biberonnés aux films et séries sur les narcos, ces jeunes tueurs à gages ne semblent plus faire la différence entre la fiction et la réalité. L'influence des jeux vidéo, des séries Netflix et autres sur les barons de la drogue, le narco-banditisme tel qu'on peut le voir en Amérique du Sud, les séries Mocro Mafia que l'on a vu aussi sur Netflix ou ailleurs, inspirent ces gens-là. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on voit qu'ils se donnent tous des surnoms. Alors ça c'est pas interdit, mais quand on voit qu'ils prennent des surnoms en lien avec les trafiquants de stupes en Amérique du Sud, je pense qu'ils sont vraiment influencés par ce type de comportement ou de séries et de jeux vidéo. Des profils qui rappellent au commissaire Frison une autre forme de radicalisation. Ouais, la correspondance avec le milieu du terrorisme, c'est pas un hasard, je le dis comme ça parce que j'ai une connaissance, j'ai travaillé très longtemps dans ce domaine-là et je le vois apparaître dans ces histoires de narco-banditisme. Quand on voit comment ça se passe, on voit que des fois en prison, en matière de terrorisme, les gens se radicalisent en prison. Parce qu'ils rencontrent au sein de la prison une figure de proue, qui va les embobiner, qui va leur faire tourner le cerveau, et qu'ensuite, une fois sortis, ils embrigadent, et en fait, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour cette figure. Ou cette figure paternelle, ou cette figure religieuse, ce que vous voulez, en matière de terrorisme. Là, on assiste à la même chose. Un jeune qui a un petit profil de trafiquant de stupes, qui est quand même monté en puissance, qui se retrouve en région parisienne auprès de membres importants du narco-banditisme marseillais, qui d'un coup va vénérer ce personnage, qui certainement l'embrigade, voilà, lui fait miroiter des choses comme ça, qui vont faire appel à lui pour passer à l'action. Voilà, c'est de l'embrigadement. Un embrigadement au service des narcotrafiquants avec un but, un intérêt, terroriser le clan adverse. En 2023, cette méthode atteint son paroxysme. Près de 50 morts, plus de 110 blessés, des centaines de fusillades, des victimes collatérales, la guerre de la paternelle embrase tout Marseille. Et sur les points de deal, il faut désormais choisir son camp entre l'équipe Yoda et le clan de Bassins. Un clan devenu en quelques mois une force majeure du narcobanditisme avec un nouveau nom, la DZ Mafia. Un nouvel épisode de Cartel Nord, chaque mercredi sur les plateformes d'écoute habituelles. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.